Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce jardin partagé au cœur des quartiers nord de Marseille. Et on va parler ensemble d'un sujet essentiel, l'écologie dans les quartiers populaires. On le sait aujourd'hui, la crise climatique impacte le plus les personnes défavorisées. Pourtant, ce sont ces mêmes personnes qui sont les moins responsables de la crise en cours et ces personnes aussi qui ont le moins de moyens financiers pour agir pour la protection de l'environnement. Alors, comment pouvons-nous sortir d'un discours très théorique sur l'écologie intégrale et vraiment nous mettre à l'écoute de la clameur des pauvres? Comment aussi la transition écologique est-elle très concrètement vécue dans les quartiers populaires? Je vous propose d'en parler tout de suite avec nos deux chroniqueurs du jour, Antoine Dédouy, qui est prêtre de la Mission de France, et Martin Monti-Lalobi, qui est réalisateur de documentaires. On les retrouve ensemble, c'est parti. Bonjour Antoine. Bonjour Claire. Bonjour Martin. Merci beaucoup d'être avec moi pour cet épisode. Martin, vous êtes réalisateur de documentaires, vous êtes aussi le co-animateur du podcast Les Deux Pieds dans le Bénitier. Alors on va parler aujourd'hui ensemble du concept d'écologie populaire. Dites-nous un peu, qu'est-ce que c'est l'écologie populaire ? Dans l'idéal, l'écologie populaire serait l'écologie tout court, mais si on devait la définir un peu plus, on pourrait dire en fait que c'est une écologie qui s'adresse à toutes et tous, une écologie inclusive, accessible. Pourquoi ? Parce qu'elle partirait en fait, elle part, puisque elle existe déjà, cette écologie populaire, de la préoccupation des réalités quotidiennes des gens, des habitants. Ça serait une écologie qui intègre les problématiques sociales du quotidien auxquelles on est confronté. Donc c'est vraiment le contraire d'une écologie technocratique ou élitiste. Antoine, vous êtes prêtre de la Mission de France, qu'on appelait autrefois les prêtres ouvriers. Vous avez été ordonné en juillet 2023 et vous êtes maintenant en mission dans les quartiers nord de Marseille. Dites-nous, comment est-ce que l'écologie elle est abordée par les personnes avec qui vous vivez ? Alors en travaillant et en habitant ici dans les quartiers nord, ici à Marseille, par les gens que je côtoie, j'ai l'impression que l'écologie n'est pas un grand souci, un grand sujet de préoccupation. Peut-être que les gens ont d'autres préoccupations, des difficultés économiques, familiales. Mais pour autant, je vois des belles initiatives qui fleurissent lentement et patiemment ici dans les quartiers nord. Eh bien justement, au cours de cette émission, on va vous montrer de très belles initiatives. Et je vais par exemple vous emmener à découvrir l'association Le Paysan Urbain. C'est une ferme dans les quartiers nord de Marseille qui allie insertion sociale et protection de l'environnement. Eh bien, on en parlera plus tard dans l'émission. En attendant, on va s'installer en plateau ? On y va. Allez, Oui. c'est parti. Selon un rapport de l'association Get Up d'octobre 2024, les habitants des quartiers défavorisés sont les plus exposés aux risques environnementaux. Alors Martin, donnez-nous quelques chiffres concrets pour qu'on se rende compte un peu de l'ampleur du phénomène. C'est vrai qu'on peut vivre de manière très différente les conséquences du dérèglement climatique alors qu'on habite dans le même pays, dans la même société. Si on regarde par exemple par rapport aux canicules qu'on a eues ces derniers étés successifs, 3/4 des personnes qui vivent dans les quartiers défavorisés disent avoir souffert de la chaleur chez soi, alors que c'est un Français sur deux de manière générale. C'est déjà beaucoup, mais c'est quand même moins quand on ne vit pas dans les quartiers dits prioritaires. Et si on regarde à Valence, en Espagne, ce qui s'est passé à l'automne dernier au cours des inondations qui ont dévasté certains quartiers, et bien justement, ce n'est pas les quartiers de centre-ville, c'est des quartiers qui ont été construits pour accueillir celles et ceux qui n'avaient plus les moyens de se loger au cœur de Valence. Et donc, ces quartiers ont été construits sur des zones inondables. Donc voilà, on voit bien que dans une même société, une même ville même, on ne vit pas ces conséquences de la même manière. Et c'est d'autant plus injuste que en fait, ces personnes les plus défavorisées contribuent le moins au dérèglement climatique. Si on revient en France, le taux d'émission annuel en moyenne de CO2, c'est 9 tonnes pour un Français. Les revenus, les 50% les plus faibles, eux, ils sont à 5 tonnes, alors que les 10% les plus riches, c'est 25 tonnes par an. Donc on voit que c'est 5 fois plus. Donc là, il y a un écart à la fois dans les émissions et à l'inverse dans les conséquences qu'on subit. C'est effectivement des chiffres très parlants, mais ça ne veut pas dire que ces personnes se désintéressent de l'écologie. Au contraire, c'est en tout cas le sentiment de Sandy Lachouette, qui est co-directrice de l'association Le Paysan Urbain, qui s'est installée dans les quartiers nord de Marseille. Écoutez. Le fait qu'il y ait moins d'espaces de nature dans les quartiers populaires ou dans les cités ou dans des endroits peut-être moins privilégiés ne veut pas forcément dire que les personnes ne sont pas concernées par l'écologie populaire. Et effectivement, moi je pense que les urbains, quels qu'ils soient, ont une conscience de la transition écologique et ont envie on se rend compte que ça fait partie d'eux, que ça fait partie de leur futur. Rien que le fait de faire ça, de proposer, d'utiliser
un bas d'immeuble pour faire un jardin collectif, planter un arbre, venir ici aux paysans urbains, travailler ici dans notre jardin. En fait, on se rend compte qu'il manque peut-être juste des opportunités pour développer ça, mais ça ne veut pas dire que les personnes ne sont pas intéressées, conscientes et concernées par la transition écologique. Antoine, Sandy nous dit que les opportunités manquent dans les quartiers populaires pour se mettre en action. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous le constatez? Oui, il me semble que le cadre de vie n'est pas très porteur dans les quartiers nord, en particulier ici à Marseille. Il y a très peu d'espaces naturels, de parcs en ville, dans les quartiers nord, alors qu'autour de la ville, il y a beaucoup... le cadre naturel est vraiment très riche. Il y a des massifs montagneux, le littoral, la côte bleue, le massif de l'Étoile. Et moi, je le vis en particulier dans le groupe scout dans lequel je suis aumônier. On cherche à vivre des activités en pleine nature, mais il y a peu de possibilités dans les quartiers. Et on peut aller en dehors de la ville, mais c'est assez difficile d'y aller en transport en commun où les gens ont assez peu de voitures. Il y a la question de la mobilité qui joue. Alors vous l'entendez, l'écologie, ce n'est pas un privilège ou un concept abstrait, c'est un droit universel. Mais alors comment l'écologie populaire peut-elle se développer concrètement dans les quartiers de France? Comment, en tant que chrétiens, pouvons-nous y être attentifs? En particulier, on en parle avec nos chroniqueurs dans cette seconde partie. Martin, on entend souvent que l'écologie, c'est un combat pour les riches. Que répondez-vous à ça? C'est vrai que c'est une phrase qu'on peut entendre souvent, qui à mon sens est erronée. En tout cas, si on a cette vision-là, c'est qu'on a une vision de l'écologie qui se limite beaucoup au style de vie individuel. En tout cas, on en fait un problème personnel avec des injonctions à changer son style de consommation, sa façon de vivre. Et c'est sûr que là, quand on va dans cette direction-là, on se retrouve avec des changements qui ont des coûts monétaires important. Si on vous dit il faut manger bio, ça va coûter plus cher. Si on vous dit qu'il faut acheter français, ça va coûter plus cher. Si on vous dit qu'il faut changer votre voiture pour une voiture électrique, ça va coûter encore plus cher. Donc là, c'est sûr qu'on a l'impression que l'écologie est limitée aux plus riches. Alors qu'au contraire, quand on a une vision plus large de l'écologie, et notamment de l'écologie populaire, on se rend compte qu'il y a déjà des initiatives. En fait, les tenants de l'éducation populaire seront d'accord avec le fait que l'écologie populaire, c'est un peu pareil, il faut faire avec les gens. Et là, j'aimerais prendre deux exemples. Le premier, c'est l'association Banlieue Climat, qui a été créée il y a 3 ans maintenant, par Féris Barca, qui est un jeune qui a grandi dans les banlieues de Strasbourg et qui a décidé de monter cette association pour former les gens au début de son quartier sur les enjeux écologiques. C'est très impressionnant ce qu'il fait et toute la mobilisation qui suscite autour de lui. Tout à fait, ça marche. Maintenant, les formations sont dans d'autres villes, elles sont reconnues par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et lui, quand il raconte son expérience, il dit qu'il n'a pas vraiment d'explication, mais le problème, c'était pas tant le message que le messager pour que ça arrive aux jeunes de ces quartiers populaires. Et c'est sûr que quand la formation elle est donnée par une personne qui a grandi dans les mêmes conditions, qui a à peu près des histoires similaires, qui est confronté au même problème, le message passe mieux. Il parle aussi de l'imaginaire, ça je trouve ça intéressant. On dit beaucoup que les jeunes aiment beaucoup le manga. En fait, la nature est très présente dans les mangas, et donc eux, ils se servent de ça aussi pour parler du lien à la nature. Donc ça, c'est un premier exemple. Et un deuxième exemple, à Bagnolet, en banlieue parisienne, a été créée il y a 2 ans maintenant, la Maison de l'écologie populaire. Oui. Qui a été fondée notamment par Alternatiba. Donc Alternatiba, on connaît bien, c'est un mouvement qui est développé sur toute la France, d'écologie, de militance non violente. Mais ils ne l'ont pas fait seuls, ça a été créé avec un syndicat de parents qui s'appelle Front des maires, créé notamment par la politologue Fatima Ouassak, qui vit aussi à Bagnolet. Et si, en tout cas c'est ce qu'ils disent, mais si Alternatiba était venu tout seul, ça n'aurait pas pris en fait la création de cette maison de l'écologie populaire. C'est parce que ça a été fait avec des habitants, à partir de leurs préoccupations, que cette maison a pris racine et que maintenant des activités se développent. Donc là, pour moi, c'est 2 exemples qui sont assez intéressants, qui montrent que le faire avec, à partir des réalités des gens, permet de vivre une écologie différente qu'une écologie d'injonction qui viendrait d'en haut, en fait, à changer son style de vie personnel. Et donc pour vous, Martin, ces 2 exemples très concrets peuvent inspirer un changement beaucoup plus global sur le territoire français? Tout à fait, en tout cas, c'est ce qu'il faut souhaiter. Mais je pense que le terreau est là. Maintenant, quand on s'intéresse à des études sur comment le sentiment écologique se diffuse dans la population, on voit qu'il traverse les différentes classes sociales. Les gilets jaunes, 75% des gilets jaunes déclarent que la lutte contre les causes du dérèglement climatique est une priorité et identifient ces causes à l'activité humaine. Quand on regarde sur le sentiment d'inquiétude par rapport aux risques climatiques, c'est le même
que ce soit sur des salariés, employés, ouvriers qui ont un faible revenu que sur le reste de la population. Donc voilà, je pense que l'idée est là. Maintenant, il faut que ce discours écologique se fasse en prise avec des préoccupations des personnes, des classes populaires, qui sont avoir un emploi digne, un revenu décent, Évidemment. un cadre de vie agréable. On peut toujours avoir des injonctions, mais sinon ça prend moins. Et si je peux, pour terminer, partager une petite expérience, parce que ça, finalement, qui est-ce qui nous le dit beaucoup? C'est le pape François, dans son encyclique Laudato Si, où quand il parle de la clameur de la terre, de la clameur des pauvres, finalement, c'est ça. Et pour répondre à cette invitation, j'avais réalisé une web-série qui met les fictions documentaires pour aller à l'écoute de ces clameurs de la terre, ces clameurs des pauvres. Et je me suis rendu compte que le travail que ça demande de se mettre à l'écoute des plus pauvres, quand j'ai pu aller interviewer des personnes en situation de handicap, des personnes qui ont connu la rue, la prostitution, la marginalisation, finalement, ça demande d'être mis dans une posture qui nous aide à écouter aussi la clameur de la terre. Comme si les plus pauvres étaient... Voilà, les scientifiques du GIEC nous aident à comprendre les cris de la terre, mais aussi les plus pauvres nous aident à comprendre la clameur de la terre quand on se met à leur écoute. Si je pouvais faire une invitation, c'était à essayer d'aller écouter ces clameurs et à transformer nos postures. Eh ben, on l'entend dans ce que Martin nous dit, il y a une démarche humaine à adopter aussi pour nous mettre à l'écoute des personnes les plus défavorisées. Il y a sûrement une démarche spirituelle à adopter. En tout cas, Antoine, vous allez nous en parler. Vous aviez envie de nous parler de la parabole du trésor caché. Racontez-nous un peu cette parabole, Antoine. Jésus nous raconte une histoire pour nous aider à découvrir le royaume de Dieu. C'est l'histoire d'un homme, peut-être quelqu'un qui a peu de moyens financiers, peut-être un ouvrier agricole, et cet homme découvre un trésor caché dans le champ. Quand il l'a découvert, il le cache de nouveau. Et cette découverte est source de joie pour cet homme. Et cette joie le met en route. Il se dépouille de tout ce qu'il a et il achète le champ. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette parabole, pour nous aujourd'hui, Antoine? D'abord, je pense qu'on peut s'intéresser au sens littéral. Il y a des trésors dans la terre. La vie présente dans le sol, les ressources du sol. Et ces trésors sont à la disposition de tout le monde. Mais ils ne sont pas faits pour être possédés, ils ne sont pas faits pour être accaparés. D'ailleurs, ça peut nous surprendre que l'homme qui a découvert le trésor le cache de nouveau. C'est qu'il ne peut pas le posséder. Ces trésors sont à la disposition de tout le monde. Le trésor, ça pourrait être Dieu caché dans le champ de notre humanité. Finalement, ce qui est intéressant, ce n'est pas ce que l'être humain fait du trésor, mais ce que le trésor fait à l'être humain. Comment cette découverte transforme sa vie, comment il vit autrement. Il apprend à vivre en profondeur sans rester à la surface du champ. Et c'est un petit peu ce que nous dit à sa manière le pape François dans son encyclique Laudato Si. Il nous dit, et il le rappelle, que parler d'environnement, c'est toujours parler de la relation à la nature et la relation à la société qui l'habite. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire, lui, exactement, par là? Parler d'environnement, c'est parler de la relation entre la société et la nature. La nature n'est pas séparée de nous. Elle n'est pas comme le simple cadre de notre existence. Nous sommes enchevêtrés avec elle. Nous sommes reliés à notre environnement. Les interactions entre le système humain et le système naturel sont nombreuses. Et prendre soin de notre environnement avec un trésor en son sein, c'est cultiver cette relation entre les gens et la nature. Prendre soin de la nature et prendre soin des êtres humains, en particulier les plus fragiles, c'est un même mouvement. C'est un même mouvement. Merci beaucoup, Antoine. Alors, on le voit, l'écologie concerne tout le monde. Et pour qu'une transition écologique soit juste, il faut absolument qu'elle allie la justice sociale et la protection de l'environnement. Alors, justement, comment ça se passe sur le terrain, à Marseille et ailleurs en France? Eh bien, on en parle dans cette troisième partie. Je vous emmène maintenant dans le 13e arrondissement de Marseille, dans les quartiers nord, où s'est installée l'association Le Paysan Urbain. Ils ont mis en place une ferme bio à circuit court en développant du lien social et de la formation sur place pour les habitants des quartiers nord. Nous les avons suivis à la récolte des olives. C'est un reportage de Marine Belmonte et de Laurent Sarawi. Alors aujourd'hui, on est vraiment sur une journée de chantier. Le matin, on est en chantier collectif avec tous les salariés du Paysan Urbain. Donc on ramasse des olives, on continue des chantiers de murs en pierre sèche. L'idée, c'est vraiment d'être ensemble et de travailler ensemble sur des chantiers collectifs pour faire avancer, pour s'occuper du site et puis aussi pour faire du lien dans la structure. L'objectif de la matinée, c'est de ramasser les olives pour pouvoir après les emmener au moulin et avoir de l'huile d'olive du Paysan Urbain. Il en reste
Alors, les personnes qu'on accueille aux paysans urbains sont majoritairement des salariés. On accueille une diversité de personnes, des personnes sans-abri, des personnes sortant de prison, des personnes handicapées de plus en plus, des personnes jeunes, vieilles, des personnes en burn-out, des personnes en reconversion professionnelle également. Je travaille ici à paysan urbain comme un chantier insertion. Je travaille ici pendant 1 an. Qu'est-ce que j'aime bien? Parce qu'ici, on ne met pas des produits chimiques. J'aime tous les postes. Chaque jour, tu travailles dans un poste. Je suis heureux pour travailler ce travail. Une des missions du paysan urbain, effectivement, c'est de par le travail qu'on leur propose, les missions qu'on leur propose aux paysans urbains, donc que ce soit avec l'agriculture urbaine et la production agricole, la production de végétaux, comestibles et paysagers, ou les activités d'animation pédagogique autour de la nature et de l'écologie. Ça leur permet vraiment de prendre conscience de ce que la nature peut apporter à l'être humain et du coup de les rendre acteurs de cette transition écologique et de mieux l'appréhender. Le terre paille, c'est une technique qu'on ne vous a pas présentée ce matin. C'est une technique où il y a beaucoup de paille, un tout petit peu de terre argileuse très liquide, qu'on va mélanger ici et après on va pouvoir les mettre dans le mur qui est là-bas. Alors, c'est fondamental de former des jeunes dans les métiers manuels de la transition écologique pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la transition écologique, elle se fera concrètement s'il y a des gens pour la faire pratiquement. On a besoin d'ouvriers qualifiés, on a besoin de jardiniers, on a besoin d'agriculteurs, on a besoin de gens qui rénovent des maisons, qui posent des panneaux solaires. J'avais jamais entendu parler de cette formation au départ, je savais même pas que ça existait. C'est à la mission locale où je suis, ma conseillère qui m'a parlé de cette préqualification. Et du coup, j'ai directement dit oui parce que j'adore tout ce qui est extérieur, travail manuel, tout ça. C'est vraiment un truc que j'aime bien. Mon projet, du coup, c'est de devenir paysagiste. J'ai envie de faire ça depuis avant cette formation. Et cette formation m'a permis de, du coup, être claire sur ça. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous et qui, en fait, parfois, n'ont pas les bons mots pour parler de la transition écologique, mais en fait, sont les premières concernées par les changements qui sont induits aujourd'hui, par exemple, par le changement climatique, et qui, en fait, dans leur histoire, dans leur parcours, la font déjà, cette transition écologique. C'est juste qu'elle n'est pas forcément intellectualisée, mais elle se vit au quotidien. Et nous, c'est ça qu'on veut mettre vraiment en avant et se faire rejoindre la compréhension des enjeux globaux, mais aussi concrètement les compétences techniques pour faire cette transition écologique. Peut-être la dernière chose aussi, qui est fondamentale pour nous, et ça c'est à l'école-être, mais c'est aussi aux paysans urbains, c'est vraiment travailler sur la confiance. Et pour nous, la transition écologique et sociale, elle se fera seulement si les personnes retrouvent une confiance et une envie de participer à un projet collectif. Marine, la coordinatrice du programme, nous dit que les personnes en réinsertion n'ont pas toujours les bons mots pour parler de la transition écologique, mais qu'on a absolument besoin d'eux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit ? Oui, complètement. Je pense même d'ailleurs qu'il vaut mieux ne pas avoir les bons mots et s'engager pour la transition écologique que le contraire. Bon, c'est peut-être un peu facile, mais il y a plein de gens qui ont les bons mots pour parler d'écologie et qui ne font pas grand-chose. Bon, voilà, on pourrait penser à certaines personnalités politiques, quand il s'agit de faire des grands discours à la COP ou en campagne, où on parle d'écologie et on pointe comme quelque chose de très important. Et finalement, derrière, on ne propose pas grand-chose. Donc je rejoins totalement ce que dit Marine. Il faut au contraire que ça passe par l'action et inviter les gens à saisir que la transition écologique est à portée de main et que chacun peut être acteur, actrice de cette transition. Alors cette expérience qui est vécue à Paysans Urbains peut nous faire penser un peu à la philosophie de ATD Quart Monde, avec le croisement des savoirs, avec le fait de valoriser des compétences des personnes les plus défavorisées. Antoine, est-ce que c'est ce que vous observez dans votre mission comme prêtre de la Mission de France ? Oui, ce qui m'a touché dans ce qui est vécu à Paysans Urbains, c'est la capacité de rendre les gens acteurs. Et je pense que c'est très important que les gens se sentent acteurs et la confiance aussi, qu'ils se sentent en confiance et utile
aux autres socialement. Et moi, c'est vrai que dans mon expérience, je peux le ressentir, le fait d'être acteur chacun à sa manière là où il est, et en particulier l'importance d'être relié au vivant. Voilà, par exemple, dans les cours d'école qui sont très minérales, en particulier chez nous ici dans les quartiers nord, et ben, dans mon travail, j'ai un projet de renaturer les cours d'école, et je pense que c'est des petites choses, mais apporter de la nature dans les cours d'école, ça permet aux enfants d'être reliés au vivant et aussi d'être acteurs. Il y a des ateliers pédagogiques qui sont organisés, et je pense que ça leur permet aussi de goûter à la joie de l'écologie. Martin, Antoine, on arrive bientôt au terme de notre émission. J'aimerais vous demander des conseils concrets, spirituels ou même de terrain pour les téléspectateurs qui nous regardent. Martin, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement si on veut participer à construire l'écologie populaire? Rien que ça. Rien que ça, oui, il ne faut pas avoir peur de l'ambition des termes. On l'a vu au cours de cette émission, c'est aussi des choses qui partent concrètement de la vie quotidienne, et je pense même que ça doit être ça. Et donc, par exemple, si je pouvais donner un conseil, ce serait essayer de voir comment est-ce que des problèmes individuels, on peut y apporter des réponses collectives, puisque généralement, on n'est jamais... Enfin, si on est confronté à un problème, en fait, on est rarement le seul, que ce soit dans ses amis, sa famille, son voisinage. Je peux penser, par exemple, si on veut s'intéresser à qu'est-ce que mangent nos enfants à l'école, à la cantine, et collectivement, c'est peut-être sûrement plus facile d'avoir une prise sur ce qui s'y passe et ce qu'il y a dans les assiettes de nos enfants. Et on sait bien que l'alimentation est un enjeu central à la fois écologique et sanitaire. Mais ça peut être aussi, comment est-ce que notre immeuble est chauffé quand on est en habitat collectif, ou même, moi j'ai un problème, il n'y a pas de place dans le local à vélo. Oui. Comment est-ce que je parle avec d'autres voisins pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on pourrait voir avec le bailleur pour avoir plus de place. Tout ça, je pense ensemble, que... en fait, tout le temps. Exactement, essayer de... c'est un problème du quotidien. On a l'impression que ça nous touche tout seul, mais en fait, non, il y a d'autres personnes. Et comment est-ce qu'on arrive à se relier autour de ces enjeux-là? Je pense que ça peut être une première marche pour s'engager collectivement dans cette écologie populaire qu'on aborde ici. Antoine, quel serait votre dernier conseil pour nos téléspectateurs? Un petit verset biblique pour terminer, dans le livre du Lévitique. Le Seigneur dit à son peuple, « La terre m'appartient, et vous êtes chez moi des hôtes ou des résidents temporaires. » Qu'est-ce qu'on peut en faire de ce verset concrètement dans nos vies quotidiennes quand on veut construire l'écologie populaire? Je pense que c'est une invitation à voir la terre comme un cadeau et à le recevoir, l'accueillir comme un cadeau qui nous vient de Dieu. Et qui qu'on soit, quels que soient nos moyens financiers, le lieu où on vit, savoir qu'on n'est que de passage sur la terre et à nous de voir quelle trace on a envie de laisser lors de notre passage sur cette terre. Oui, quelle trace voulons-nous laisser sur cette terre? Merci beaucoup Antoine Dédouis d'avoir été avec nous. Merci Martin Monti-Lalobi de nous avoir accompagnés dans cet épisode. Merci à vous qui nous avez suivis derrière votre écran. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Génération Laudato Si.